si je parle de vive voix comme ça, est-ce que vous m'entendez tout le monde? Oui, oui. Derrière aussi? Ok, ça aide plus, j'aime plus ça malgré que c'est mon métier. J'aime bien parler de vive voix. Merci de me recevoir ici. Merci à BU. Si vous connaissez pas, si vous connaissez seulement Mathieu Deschênes, allez chercher BUD. Ce qu'il fait pour moi, bro, c'est un des grands rappeurs ici à Québec. Ouais, donc me voilà à l'Indiaï. Je suis né à Québec, ici dans le quartier Limoilou, d'une mère limouloise et d'un père sénégalais. J'ai grandi ici et j'ai toujours été passionné par l'histoire. J'ai étudié ici à Sainte-Foy en histoire-civilisation. C'est la première année qu'il y avait le programme histoire-civilisation. J'étais un peu votre cobaye. Et par la suite, j'ai étudié en histoire à Laval. Et cette histoire que je m'apprête à vous conter, j'ai jamais vue. C'est quelque chose que j'ai jamais vu. Et c'est en sortant de l'université que je suis tombé sur ces informations-là. Parce que la vérité, c'est que moi, dans le temps, quand j'étais plus jeune, je pensais que le premier Africain à vivre à Québec, c'était mon père. Il arrive ici en 1970. Ouais, c'est ça la vision que j'avais. Et quand j'ai appris que le premier Africain à arriver à Québec et à vivre à Québec arrive en 1629, j'ai comme, oh, ok, attends, il y a quelque chose, il y a un épisode que j'ai manqué dans tout ça. Et donc, tranquillement, je me suis penché sur cette question. Je commençais à lire des livres, j'ai commencé à accumuler de l'information à propos de cette dynamique. Puis j'étais comme, tu sais quoi? On veut pas en parler, c'est bon, je vais en parler. Et donc, j'ai commencé à rapper à propos de cette histoire-là, parce qu'à l'époque, c'est le moyen de communication que je possédais, c'était le rap. Et donc, j'ai commencé à rapper à ce propos. J'ai écrit une chanson qui s'appelait Québec History X. Mais je trouvais que le rap me limitait par rapport à ce que je voulais faire en société, parce que le rap, je peux toucher seulement une partie de la société. Je suis comme, comment est-ce que je peux aller plus loin? Et donc, j'ai décidé de monter une conférence à ce propos, que vous vous apprêtez à voir, à suivre. Mais je me disais, la conférence, encore une fois, c'est pas assez. Donc, comment est-ce que je peux continuer à poursuivre cette mission d'éducation? Et donc, la conférence est devenue un tour guidé. Un tour guidé où j'ai appliqué toutes ces informations sur le terrain dans le Vieux-Québec. Donc, c'est une visite de 2 heures où est-ce qu'on passe de place en place. Je dis, bon, ben, écoutez, cette personne ici, elle habitait ici, voici ce qui s'est passé sur ce lieu, etc. Et donc, pour moi, c'est toujours une manière de contribuer à ce que cette information, cette histoire soit mieux connue. Et d'ailleurs, c'est pour ça Québec History X. Le X étant la variable inconnue en mathématiques. Donc, c'est pour parler de cette histoire inconnue. Ce que je vais faire, manifestement, je vais vous parler, mais à la fin de la conférence, je réserverai une période de questions. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, que ce soit en rapport avec l'histoire ou même avec mon parcours professionnel, n'hésitez pas, ça me faire plaisir d'y répondre. Et donc, ici, j'appelle ça l'histoire de la présence noire et de l'esclavage au Québec. Et pour moi, c'est important de diviser en deux. Parce que la présence noire au Québec, à l'époque de l'esclavage, les Noirs aussi n'étaient pas automatiquement esclaves. C'est-à-dire que de cette présence noire, 6% de la population noire au Québec, à travers l'esclavage, était libre. Et donc, la présence noire, l'expérience noire dans les Amériques n'est pas seulement une expérience d'asservissement et de servitude. Il y a aussi cette expérience de liberté. Et c'est important de le mentionner. Bien sûr, 6%, c'est pas beaucoup à côté d'un 94. Mais ça l'est déjà et c'est important de le mentionner. Et ensuite, esclavage au Québec, parce que c'est pas seulement l'esclavage noir, c'est aussi l'esclavage autochtone. En fait, on compte 4185 esclaves de répertoriés dans notre histoire. 4185. Et le terme important ici, c'est répertorié. Parce que c'est les noms qu'on a pu trouver à travers les actes de naissance, de décès, de mariage, les actes de vente, les testaments. On a trouvé 4185 noms.
Et sur ce nombre, les 2 tiers étaient des autochtones et le tiers était noir. Et donc la majorité des esclaves ici, sous le régime français, le régime anglais, étaient des autochtones. Et donc c'est pour ça l'importance de parler de tout simplement d'esclavage ici, au Québec. La nature de l'esclavage ici, c'était pas un esclavage économique, comme dans le reste des Amériques, Antilles, États-Unis, Brésil, Amérique du Sud. L'esclavage ici est un esclavage domestique. Donc c'est pas un esclavage de plantation, où les gens récoltent le coton, la canne à sucre, le tabac. Ici, les gens sont dans les maisons et servent des repas, font le ménage, etc. À l'époque, aux États-Unis et ailleurs dans les Amériques, on parlait de 2 types d'esclaves. Les esclaves des champs et les esclaves de maison. Donc ici, pour la plupart, étaient des esclaves de maison. Comme je vous ai dit, les 2 tiers étaient des autochtones, le tiers était noir. Les autochtones qui étaient asservis n'étaient pas les Premières Nations qui habitaient dans les parages. Parce que c'est comme réduit en esclavage, puis comme je vais retourner chez nous. C'est pas. Donc, il fallait aller les chercher plus loin. Et donc, les Autochtones qui étaient réduits en esclavage ici venaient de la région des Grands Lacs. À l'époque, on appelait ça les pays d'en haut. C'est autour des lacs Michigan, Erie, Supérieur, etc. Et donc, ils venaient Missouri, Wisconsin, Minnesota, donc dans ces coins-là. Et plusieurs d'entre eux venaient d'une nation qu'on appelait les Pawnees. Il y avait tellement d'esclaves Pawnees ici que c'est devenu un terme générique pour désigner un esclave amérindien. On les appelait les Panis. Un Pani, une Panis ou Panis. Les esclaves noirs, eux, venaient rarement directement d'Afrique parce que c'était pas rentable. C'était pas rentable pour un bateau négrier de traverser l'océan Atlantique et de remonter la côte est américaine, de redescendre le fleuve Saint-Laurent, qui est difficilement navigable, et navigable seulement une partie de l'année, parce que l'hiver, le fleuve Saint-Laurent est gelé. Et donc, c'était plus rentable pour ces bateaux négriers de simplement traverser l'Atlantique vers les Antilles, vers les États-Unis, vers le Brésil, etc., puis retourner chercher des esclaves, etc. Et donc, ici, si on veut avoir des esclaves noirs, soit qu'on les achète dans les 13 colonies, Boston, New York, ou dans les Antilles. C'est-à-dire qu'on connaît quelqu'un dans les Antilles, on va écrire, bon écoute, je voudrais avoir 2 esclaves, s'il te plaît, un homme, une femme, et préférablement qu'ils aient eu la variole et la rougeole. Donc, on va spécifier qu'ils aient eu la rougeole et la variole, comme ça ils sont immunisés, ils ne l'auront pas. Et donc, voilà comment on va se procurer des esclaves noirs ici. L'esclave noir étant plus rare et considéré comme étant plus robuste, il est vendu 2 fois plus cher. Un esclave autochtone coûte autour de 400 livres dans les années 1700. Un esclave noir coûte autour de 900 livres. Et pour donner une comparaison, un cochon coûte 50 livres, puis une vache coûte 100 livres. Donc, vous voyez que l'esclave coûte cher. Et deuxièmement, qu'est-ce qui est important pour moi dans cette comparaison-là avec le cochon et la vache, c'est que ces gens sont considérés comme du bétail. C'est des gens qu'on achète, qu'on vend, qu'on échange, qu'on se lègue. Et ça, c'est important de le mentionner aussi. Donc, l'esclave noir coûte 2 fois plus cher, considéré comme étant plus robuste, et il vit plus longtemps. Là, l'espérance de vie d'un esclave noir est d'environ 25 ans. L'espérance de vie d'un esclave autochtone est d'environ 18 ans. Donc, les esclaves meurent jeunes. Et la plupart des esclaves, du moins beaucoup d'esclaves, sont des adolescents. On les prend jeunes parce qu'on les trouve plus malléables. Ils n'ont pas eu le temps de développer une tête dure encore, donc il est plus facile de les garder en esclavage. Mais cet âge-là, on parle de 18, 25, sont des âges qui sont approximatifs. C'est approximatif parce qu'on ne connaît jamais réellement l'âge de l'esclave. C'est-à-dire, j'ai acheté un esclave, puis il a l'air d'avoir 10 ans. Donc, il y a 10 ans. Mais là, l'esclave tombe malade, on l'envoie à l'Hôtel-Dieu de Québec, et la nonne qui le reçoit dit « Aujourd'hui, j'ai reçu un esclave, il avait 12 ans. » Et 3 mois plus tard, l'esclave est baptisé,
Et le prêtre dit, aujourd'hui j'ai baptisé un esclave, il avait 8 ans. Et donc tout le monde donne son âge sur l'appréciation qu'on se fait de son apparence. Et donc l'esclave va passer de 10 à 12 à 8 ans dans de 6 mois. Et donc l'âge est approximatif. Comme je vous disais, l'expérience noire ici n'est pas seulement une expérience d'esclavage et d'asservissement. La première personne d'ascendance africaine à venir au Canada n'était pas un esclave. C'était un homme libre et il s'appelait Mathieu d'Acosta. D'Acosta, c'était l'interprète de Samuel de Champlain. C'est l'homme qui faisait ce qu'on appelait le truchement, la traduction entre les Premières Nations et les Européens. Il y a très peu d'informations à son sujet, et c'est une chose que vous allez entendre régulièrement à travers la conférence, comme très peu d'informations, ça, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il va accompagner Champlain à Port-Royal en 1605. C'est-à-dire que Champlain et son équipage arrivent ici au Canada en 1604 pour tenter de coloniser. Ils s'installent sur ce qui s'appelait à l'époque l'île Sainte-Croix. Aujourd'hui, ça s'appelle Dutchet Island. Ils s'installent sur cette île-là, puis ça va très mal. C'est comme il fait froid, les gens attrapent le scorbut, donc ça va pas bien. Et donc, au printemps, ils déménagent, s'installer dans ce qu'allait devenir la Nouvelle-Écosse, dans le bassin d'Annapolis-Royal. Ils fondent Port-Royal. Et c'est là-bas que Mathieu d'Acosta va faire son métier d'interprète. On sait qu'il parlait français, portugais, hollandais et très probablement micmac, ou du moins un mélange de langues amérindiennes qui faisait qu'il pouvait se comprendre. En 1606, donc l'année suivante, un bateau français se fait arraisonner au large de Tadoussac par un bateau hollandais. Donc imaginez-vous, les Hollandais montent sur le bateau, ils sont comme « Ah, il y a des fourrures, on les prend. Il y a des canons, on les prend. » Ils voient Mathieu d'Acosta, d'Acosta commence à leur parler hollandais. Parce que « Oh, tu parles hollandais? On te prend. » Et donc, ils repartent avec les fourrures, avec les canons, avec d'Acosta à Amsterdam. L'année suivante, Pierre du Gardemont, qui est le boss de Samuel de Champlain, va faire des pressions sur les Hollandais pour récupérer les fourrures, récupérer les canons et Mathieu d'Acosta. Ce qu'il va parvenir à faire. Et donc, en 1608, Pierre du Gardemont signe un contrat avec Mathieu d'Acosta pour venir ici à Québec, pour participer à la fondation de Québec. Mais Champlain est déjà parti. Mais on veut tellement retenir les services de d'Acosta qu'on dit, bon écoute, il est déjà parti, mais ce qu'on va faire, on va signer le contrat tout de suite. On signe le contrat tout de suite et on va te payer. Disons, par mois, on paye tant par mois, jusqu'à ce que le printemps 1609 arrive et tu ailles les rejoindre à Québec. Donc, c'est pour vous dire comment est-ce qu'on voulait retenir ses services. Et donc, d'Acosta signe le contrat et on perd sa trace. D'Acosta disparaît et on le retrouve en prison au Havre en 1609 pour insolence. Et c'est tout ce qu'on a à son propos. Ce qui peut nous dire que c'est une personne avec du caractère aussi. Mais c'est tout ce qu'on a. Et on peut se demander, mais comment est-ce que cet homme est devenu interprète de langue amérindienne au début des années 1600? Ben, on ne sait pas. On ne sait pas, mais il y a des hypothèses. Et l'hypothèse, c'est qu'il a dû accompagner les pêcheurs qui venaient ici à la fin des années 1500, début 1600. Parce que plusieurs pêcheurs venaient, on voit les Basques, entre autres, qui venaient jusqu'à Trois-Pistoles. Tout le monde venait ici à l'époque. Donc, probablement qu'il a accompagné ces voyages de pêche qui, à l'époque, faisaient des échanges commerciaux et que, finalement, il a appris certaines langues et Champlain ou du Gardemont étaient au courant de ces activités et puis ils l'ont engagé pour ça. C'est une hypothèse. Mathieu d'Acosta n'est pas un cas unique dans l'histoire des explorations. On retrouve plusieurs autres interprètes noirs à l'époque des explorations européennes. Sensiblement à la même année, à la même époque, donc en 1613, on retrouve sur l'île de Manhattan, qui allait devenir New Amsterdam, qui allait devenir New York, un homme du nom de Jean Rodriguez. Jean Rodriguez, lui, il est installé sur l'île de Manhattan
Et il fait l'interprète entre les Autochtones et les Européens qui veulent commercer. Dans les années 1500, on retrouve un homme du nom de Estebanito, qui est un Marocain noir qui était guide et interprète pour les Espagnols dans ce qu'allait devenir l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Mais si on revient à l'équipage de Samuel de Champlain, Mathieu d'Acosta n'était pas le seul noir à accompagner Champlain ici au Canada. Il y en avait un autre. Cet homme, dont on ne connaît pas le nom, accompagne l'équipage quand ils sont sur l'île Sainte-Croix. Vous vous rappelez la première tentative de colonisation, l'île Sainte-Croix, ça va mal, il fait froid, le scorbut. Ben voici ce que Marc Lescarbot écrit à l'époque. Et lui, il accompagne Champlain et l'équipage. Il dit « Le sieur de Poutrincourt fit ouvrir un nègre qui mourut de cette maladie en notre voyage, lequel se trouva avoir les parties bien saines, hormis l'estomac, lequel avoir des rides comme ulcérées. » Et donc, il y a une autre personne d'ascendance africaine qui accompagne Champlain à l'époque. Et lui, est-ce qu'il était serviteur ou esclave? Peut-être, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il meurt du scorbut. Et heureusement pour nous, parce que c'est comme ça qu'il rentre dans l'histoire, finalement. C'est plate à dire. Mais et donc, la ville de Québec n'est même pas fondée qu'on retrouve la présence de 2 personnes noires ici, sur le sol canadien. Mais eux vont venir et repartir ou mourir dans son cas. La première personne, le premier Africain arrivé à Québec, arrive ici en 1629. La ville de Québec, fondée le 3 juillet 1608, seulement 21 ans après la fondation de la ville, il y a une prise britannique par les frères Kirk. Les Kirk prennent la ville de Québec en 1609. Ils renvoient Champlain en Europe. Champlain va partir à Londres pour essayer de récupérer la compagnie. Les Jésuites sont renvoyés. L'élite de la compagnie, l'élite de la colonie est renvoyée en France. Mais certaines personnes restent ici. Les Kirk amènent avec eux un jeune esclave malgache. Un jeune esclave qui vient de Madagascar, d'environ 10 ans. Ils vont le vendre à un homme qui était un traître. Il s'appelait le bailli. Le bailli, c'est un traître, c'est un Français, mais qui travaille pour les Anglais, ici dans la colonie. Ils vont vendre ce jeune homme à le bailli 50 écus. Quand les Français reprennent la colonie en 1632, ben, les Kirk s'en vont, puis le bailli, ben, il n'est pas fou, il s'en va aussi. Il va pas, non, c'est un traître. Il ne va pas attendre qu'on revienne pour régler son cas, donc il s'en va. Mais avant de quitter, il va confier ce jeune esclave à Guillaume Couillard. Est-ce que le nom Couillard vous est familier? Eh bien, c'est son ancêtre. C'est l'ancêtre de Philippe Couillard, c'est Guillaume Couillard, qui, lui, habitait... Où est-ce qu'il y a maintenant le petit séminaire? Le collège François de Laval, si vous allez dans la cour, eh bien, il y a un carrelage, et dans le carrelage, il y a un tracé, un rectangle. C'est là qu'habitait Guillaume Couillard. Et par défaut, c'est là qu'habitait le premier Africain au Canada, juste ici. Couillard va envoyer ce jeune esclave chez les Jésuites. À l'époque, les Jésuites ont une petite résidence sur ce qui est le parc Cartier-Brébeuf. Vous voyez le parc Cartier-Brébeuf à Limoilou? Bien, la portion Brébeuf, du nom Cartier-Brébeuf, c'est à cause des Jésuites qui est installé là. Et voici ce qu'écrit Paul le Jeune en 1633 dans l'oration des Jésuites. Il écrit « Je suis devenu régent en Canada. J'avois l'autre jour un petit sauvage d'un côté et de l'autre un petit nègre ou mort à qui j'apprenois à connaître les lettres. Et je n'aurois point changé ces 2 étudiants pour le plus grand auditoire de France. » Et donc, ce jeune homme est le premier esclave ici. Mais au-delà de son statut d'esclave, c'est le premier Africain à vivre ici. Et aussi, l'un de nos premiers étudiants dans toute l'histoire académique canadienne, un jeune malgache. Naturellement, très peu d'informations sur son sujet. Et la plupart des informations nous viennent de Paul le Jeune. Quelques mois plus tard, il écrit « Aujourd'hui, il nous a bien fait rire. On lui a dit qu'on allait le baptiser, puis qu'il allait devenir comme nous. Puis il s'est mis à pleurer. Puis on dit « Mais pourquoi tu pleures? »
Il dit, mais si vous dites que je vais être comme vous allez m'arracher la peau. Donc il croyait qu'être baptisé, c'est être dépecé. Quelques mois plus tard, il va être baptisé et on va lui donner le nom de Olivier le Jeune. Olivier le Jeune. Premier esclave ici, premier Africain ici, et l'un de nos premiers étudiants. Et la seule autre information qu'on a du jésuite Paul le Jeune, tu sais, à un moment donné, quelques années plus tard, écrit « Aujourd'hui, je voulais savoir si les habitants de Madagascar sont musulmans. » Et il ne comprenait pas de quoi je parlais. Alors je lui dis « Mais chez vous, est-ce qu'il y a des mosquées? » Puis lui, il dit « Oui, j'en ai vu entre les mains des Anglais. » Mosquée. C'est banal, mais c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a à son propos. On sait qu'il va être enfermé en 1638, 24 heures en prison, pour calomnie et diffamation. Il y a une rumeur comme quoi les Anglais reviennent, et lui, il va rapporter cette rumeur-là. Puis on lui dit, mais est-ce que tu peux prouver? Il dit non. Alors, il est mis en prison 24 heures. Et on sait qu'il va décéder en 1654, va être enterré le 10 mai 1654 au cimetière de la Côte de la Montagne. Vous voyez la Côte de la Montagne, là où est-ce que l'ancien Vendôme, on passe en dessous de la porte, on va vers Place Royale. Eh bien, en dessous des fortifications, il y a un petit parc avec une croix. C'est le premier cimetière européen ici. Et c'est là que Olivier le Jeune a été enterré. Mais là, les corps ont été sortis de cette terre et il s'agit de retrouver où est-ce qu'il est. Donc voilà. Olivier le Jeune sera le premier esclave ici. Par la suite, la plupart des esclaves qui vont rentrer sur le territoire sont des esclaves autochtones. Donc, vous voyez ici, la seule image d'un esclave pani qu'on a, c'est celle-ci. À l'époque, chez les Premières Nations, l'esclavage servait aussi comme objet diplomatique. C'est-à-dire que quand on voulait négocier une paix, on pouvait offrir un esclave en échange. Et quand les Européens vont arriver ici, entre autres, ils vont rentrer dans ce mode d'échange-là. Et donc, ils vont avoir plusieurs esclaves ici, comme je vous disais, surtout du Midwest américain, qui allait devenir le Midwest américain. Donc, entre autres, des esclaves Pani, mais aussi des Sioux. Beaucoup de Sioux vont être en esclavage ici, des renards et des Apaches aussi. Et donc, vous voyez que le réseau s'étendait loin, jusque dans le cœur des États-Unis, de ce qui allait devenir les États-Unis. Dans les années 1680, il y aura plusieurs correspondances entre la colonie et la métropole à propos de l'esclavage. 1684, on cherche à régler la guerre avec les Iroquois. Comme il y a plusieurs problèmes avec les Iroquois, et à un moment donné, le roi Louis XIV écrit au gouverneur Brisé de Denonville et dit « Concernant le problème iroquois, ne les tuez pas. Faites-en prisonniers le plus que vous pouvez et envoyez-les en France. On va les mettre à profit dans nos galères, dans les galères royales. Ils sont robustes, ils sont grands et robustes, ils vont faire des bons rameurs. Hein, les galères, c'est comme les bateaux, les gens rament. À l'époque, chez les galériens, il y avait deux types de galériens. Il y avait ceux qu'on appelait les forçats. Les forçats sont ceux qui sont envoyés, qui sont condamnés. C'est-à-dire que tu as fait un crime XY, tu es condamné à 6 mois, 1 an, 10 ans, vie aux galères. Et l'autre type de galériens étaient les esclaves. Beaucoup d'esclaves maghrébins, des esclaves africains de l'Ouest, et quelques Iroquois, quelques dizaines d'Iroquois vont être esclaves dans les galères royales dans les années 1680. En 1688, Brisé de Denonville écrit au roi, puis dit « Écoutez, s'il vous plaît, Votre Majesté, donnez-nous le droit d'avoir des esclaves noirs. » Parce que les 13 colonies se développent rapidement. Et ça, c'est parce qu'ils ont des esclaves. Nos domestiques coûtent trop cher. Donc, s'il vous plaît, donnez-nous le droit d'avoir des esclaves. Puis pour le roi, il est comme, allez-y. C'est pas une demande farfelue. C'est-à-dire, à l'époque, il y a des esclaves dans toutes les colonies européennes. Donc, ils sont comme, ouais, pas de problème, allez-y. Mais, assurez-vous qu'ils puissent survivre à l'hiver. Parce qu'à l'époque, on se dit que
les Africains ne pourront pas survivre au climat hivernal ici. Et donc les gens sont, oh, c'est vrai, on va faire quoi avec ça? Il ne faut pas que ce soit un investissement perdu. Et voici comment est-ce qu'on va convaincre le roi. Et la personne qui va se mettre à la tâche, c'est François Ruette d'Auteuil. Vous voyez, le rue d'Auteuil, le bar d'Auteuil pour certaines personnes. Eh bien, certaines personnes de certain âge. Le d'Auteuil. Donc, d'Auteuil voit le roi Louis XIV. Il dit, écoutez, concernant cette histoire des Noirs et du climat, voici ce qu'on va faire. Et pour comprendre l'idée d'Auteuil, il faut comprendre la traite des fourrures. À l'époque, la traite des fourrures, il y a deux types de fourrures, deux types de peau. Il y a ce qu'on appelle le castor sec et le castor gras. Le castor sec, c'est la peau qu'on a enlevée de l'animal. Il y a deux types de poils. Il y a un long poil, il faut traiter la peau pour seulement garder le court poil, le duvet. Et c'est avec ça qu'on fait le feutre. Une fois traité, c'est ce qu'on appelle le castor gras. Les coureurs des bois aimaient toujours mieux acheter les fourrures que les Premières Nations portaient sur eux. Parce que, en portant la peau, le contact avec l'épiderme faisait que le long poil tombait, la peau s'engraissait. Et donc, on n'avait pas besoin de la retraiter, on avait juste besoin de la vendre comme telle. Et les Premières Nations, ça les faisait rire. Ils étaient comme, ah, tu sais, prenez nos peaux usagées, nous, on va prendre les belles fourrures avec le long poil. Et donc, d'Auteuil voit le roi et dit, écoutez, on va vêtir nos esclaves de la peau de castor sec. Ça va les tenir au chaud, ils vont survivre à l'hiver, mais en plus de ça, ils vont engraisser la peau. Comme ça, on aura juste à la reprendre et la revendre. C'est un moyen de traiter la peau. Donc voilà l'idée de d'Auteuil. Mais rapidement, on va réaliser que les Africains vont survivre à l'hiver et il n'y aura pas cette arrivée massive d'esclaves pour les raisons que je vous ai énumérées un peu plus tôt. Et donc, dans les 10 ans qui vont suivre la Val Royale, il y a seulement 4 esclaves noirs répertoriés qui vont rentrer ici sur le territoire. Pierre Célestin qui a 24 ans, Jacques qui a 36 ans, Louis Marié 26 ans, François 32 ans. Jacques originaire de Guinée et Louis Marié originaire de Madagascar. C'est d'autres communications. Et vous voyez, en 1689 et 1713, on a 145 paniers qui rentrent sur le territoire pour 13 noirs. À l'époque, plus de 50 000 esclaves africains vont rentrer dans les Caraïbes françaises. Donc, vous voyez la différence de chiffres. Au début des années 1700, il y a le roi de France qui réitère cette vision de la France qui dit la France est un pays libre. Il n'y a pas d'esclaves en France. Et dès qu'on met le pied en France, on devient libre. Mais naturellement, ça s'applique à une certaine partie de la population. Sauf qu'il y a un cas, en 1704, où il y a un jeune Martiniquais du nom de Louis qui suit son maître en France. Et il entend parler de ça. Et quand il revient en Martinique, il va voir les autorités, puis il dit, écoutez, techniquement, j'ai mis le pied en France, donc je devrais être libre. Et les autorités disent, effectivement. Et ils vont l'affranchir. Un peu après, il y a des gens de Martinique encore qui vont partir sur le continent, prendre des Indiens, les réduire en esclavage et les ramènent en Martinique. Et ces gens sont condamnés à mort. Donc là, dans l'univers colonial français, ça se parle. C'est ouais, mais là, ce jeune homme qu'on a affranchi, ces gens qu'on a exécutés, qu'est-ce qui se passe avec l'esclavage? Qu'est-ce qui se passe avec nos esclaves? Et c'est ce qui va pousser l'intendant Rigaud en 1709 à publier cette ordonnance qui dit « Nous, sous le bon plaisir de Sa Majesté, ordonnons que tous les palais et nègres qui ont été achetés, qu'ils seront dans la suite, appartiendront en pleine propriété à ceux qui les ont achetés. » Et donc, on se sent le besoin d'officialiser l'esclavage ici. Bon, je vous épargne encore d'autres communications. En 1736, l'intendant encore fait publier cette ordonnance qui dit « Tous les particuliers de ce pays qui voudront affranchir leurs esclaves seront tenus de le faire par un acte passé devant notaire. » Parce qu'à l'époque, l'affranchissement se fait de vive voix. On dit « Bon, ben écoute, t'es libre, tu peux y aller. » Mais le problème, c'est que les gens sauvent. Et quand on les attrape,
On dit, est-ce que tu es esclave? Ah non, j'ai été libéré par mon maître. Et donc, ça cause des problèmes. Et donc, c'est pour ça qu'à partir de 1736, il faut le faire devant notaire. Et à l'époque, pour les esclaves qui voulaient fuir, il n'y avait pas tant d'options. C'est-à-dire que si tu es à Québec, tu fuis vers Montréal, puis si tu es à Montréal, tu fuis vers Québec. Bon, je caricature, là, c'est comme, il y a 3 rivières entre les deux. Puis, sinon, parfois, ils vont quitter vers les 13 colonies ou encore vers les communautés autochtones. Rapidement, le nombre d'esclaves noirs répertoriés par décennie. Donc, vous voyez, première décennie, on parle de 6, 16, 20, 43, 121. Donc, vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup. Ce sont plus des esclaves autochtones qui sont ici. Mais regardez les 3 dernières décennies du 18e siècle. Là, on en retrouve plus. Pourquoi? À cause de la Révolution américaine. À cause des loyalistes. Ceux qui décident de rester loyaux envers la couronne d'Angleterre vont quitter les 13 colonies, qui allaient devenir les États-Unis, pour venir se réfugier ici et bien ici avec leurs esclaves. Je vous parlais des chiffres tantôt. Vous voyez 1443 Noirs pour 2683 Autochtones. Donc environ 35% des esclaves étaient noirs versus 64,5%. Ici, et après ça les graphiques ça va être fini, là, c'est juste donner une idée des chiffres. On parle d'environ 1000 esclaves à Québec pour 1500 esclaves à Montréal. Mais si on regarde la proportion, il y a beaucoup plus d'esclaves autochtones à Montréal qu'à Québec, et il y a sensiblement plus d'esclaves noirs à Québec qu'à Montréal. Pourquoi? Eh bien, entre autres, parce que Montréal est le cœur économique de la colonie. Québec est le cœur politique. Montréal est plus proche de la source d'approvisionnement des pays d'en haut et le cœur économique à travers la fourrure aussi. Donc, beaucoup d'esclaves autochtones vont être transférés vers Montréal. On les garde dans un point de vue économique, entre guillemets, même si j'ai dit ici que l'esclavage ici n'a pas un fondement économique, on les garde plus pour le travail. Tandis qu'à Québec, étant le cœur politique, c'est ici qu'il y a l'élite de la colonie, c'est ici qu'il y a le gouverneur général. Et une dimension de l'esclavage ici, c'est un esclavage de frime, pour montrer notre statut social. On a des esclaves pour montrer qu'on est riche. Et donc l'esclave noir coûtant 2 fois plus cher, eh bien quand on a un esclave noir, ça veut dire qu'on fait de l'argent. Et donc ici, étant le cœur politique, c'est ici qu'on doit démontrer notre statut social, démontrer notre importance. Et donc c'est la raison pour laquelle il y a plus d'esclaves noirs ici. Et 42 à Trois-Rivières. 35 autochtones pour 7 noirs. La plupart des esclaves évoluent en contexte urbain. Vous voyez, 60% pour 40%. Et ils font toutes sortes de métiers. Les esclaves appartiennent à toutes les strates de la société. C'est-à-dire que quelqu'un peut être esclave de boulanger, de tavernier, de boucher, d'un armurier, d'un tonnelier, des coureurs des bois. Et donc, ils font toutes sortes de métiers. Ici, les prix, rapidement, je vous en ai parlé un peu plus tôt. Un esclave autochtone, 400 livres en moyenne. Un esclave noir, 900 livres en moyenne. Sous le régime français, les esclaves sont vendus de particulier à particulier. C'est comme, j'ai un esclave, tu veux l'acheter? Tu as un esclave à vendre, je vais te l'acheter. Mais à partir du régime anglais et de l'arrivée de la presse écrite, la Gazette de Québec en 1764, les esclaves vont être vendus dans les journaux. Et donc, dans les années 1760, 70, 80, 90, on peut être là en train de déjeuner chez nous en lisant la Gazette de Québec, puis il y a des annonces d'esclaves à vendre. To be sold, a healthy Negro boy about 15 years of age. À vendre ensemble, un beau et une belle négresse mariée. To be sold, a pony boy, 17 ans, remarquablement sobre, très en santé, robuste, excellent servantable. Vous voyez ici, à vendre, un jeune nègre, 18 ou 19 ans, fort, très en santé, a eu la rougeole et la variole. Donc il ne l'aura pas, donc c'est important de le dire. Et lui, vous voyez, il parle anglais, français et allemand. Plusieurs esclaves sont bilingues ou même polyglottes, dépendamment de leur parcours. Et donc parfois on annonce des esclaves qui parlent entre autres gaélique ou irlandais ou voilà.
Les esclaves à vendre sont annoncés dans les journaux et les esclaves en fuite aussi. Ici, puisqu'il n'y a pas une grande démographie d'esclaves, il n'y a pas beaucoup d'esclaves, les processus de résistance sont différents du reste des Amériques. Ailleurs, que ce soit dans les Antilles, au Brésil, en Jamaïque, aux États-Unis, parfois il y a des révoltes armées. Donc les gens vont prendre les armes et se battre. Ici, il n'y a pas cette ressource démographique-là, il n'y a pas assez de gens pour faire des rébellions armées. Et donc, le principal processus de résistance pour un esclave, c'est la fuite. Et ils sont annoncés dans les journaux. Voyez ici. Il s'est enfui vendredi au soir 10 du présent de chez M. Prentice, un mulâtre nommé Jacob, d'environ 18 ans. Et là, on décrit comment est-ce qu'il était habillé, à quoi il ressemblait. C'est publié le 22 juillet 1778. Maintenant, quand on fouille un peu, on voit, il y a un métis nommé Jacob qui sauve de chez M. Prentice, il y a 18 ans, 1778. On fouille un peu et on découvre qu'en 1760, le tavernier Miles Prentice achète une esclave du gouverneur James Murray. 18 ans plus tard, il y a un métis de 18 ans qui se sauve de chez lui. C'était peut-être bien son fils. On ne sait pas, il n'y a rien de prouvé, mais peut-être que c'était son fils. Et en fait, ça ouvre une fenêtre aussi sur le fait que les esclaves n'étaient pas juste des domestiques et des servantes, des esclaves femmes. Les femmes esclaves étaient aussi souvent des esclaves sexuels et étaient violées. Et les enfants qui naissaient de ces unions-là devenaient esclaves, parce que l'esclave suivait toujours le statut de la mère. Et donc, un enfant qui naissait de ces unions, union, c'est peut-être trop beau comme terme, là, mais de ces actes, était esclave. Voyez celui-ci. Ces trois annonces sont pour la même personne, qui s'appelait Joe. Joe, né en Afrique, environ 21 ans. Ici, on dit qu'il a 20 ans. Ici, il est rendu à 22 ans. Joe, il se sauve tout le temps. Joe appartient à William Brown, celui qui fonde la Gazette de Québec. Donc, ça ne coûte pas cher d'imprimer à chaque fois les annonces. Mais Joe se sauve tout le temps. Et Joe est né en Afrique, il est né libre. Et donc, lui, manifestement, il n'a pas accepté son statut d'esclave. Et donc, il arrive ici, il se sauve. On l'attrape, il se sauve encore. On l'attrape, puis là, on dit, bon, ben écoute, on va t'apprendre le métier d'imprimeur. Il se sauve. Là, à un moment donné, William Brown, il est comme, tu sais quoi? Tu te sauves tout le temps, on va te donner une allocation, on va te payer. Et donc, cet esclave reçoit de l'argent, comme par semaine. Il prend l'argent, puis il se sauve. Joe n'était pas full bon à la fuite. Il se fait tout le temps rattraper, mais il y a une lacune à ce niveau-là. Même, il se fait attraper, on l'envoie en prison, puis là, à un moment donné, William Brown décède. 1790, William Brown décède. Tous ses biens sont rachetés, récupérés par les frères Nielsen, dont Joe, l'esclave, qui était bien. Joe en profite et se sauve encore. Là, les frères Nielsen, ils ouvrent les livres de comptes de William Brown, puis ils regardent et remarquent tout ce que le vieux William Brown a dû payer pour Joe, puis ils sont comme, c'est beaucoup trop d'argent, laisse faire. Et donc, ils ne vont pas essayer de le récupérer. Et Joe, c'est tout ce qu'on sait à son sujet. Donc moi, j'aime bien m'imaginer qu'il a réussi à se sauver, qu'il est parti ailleurs et qu'il a vécu une belle vie. Marie-Joseph Angélique, l'esclave la plus célèbre de notre histoire, qui a été condamnée à mort pour le feu de Montréal en avril 1734. Mais pour raconter Marie-Joseph Angélique, il faut raconter l'histoire de Mathieu Léveillé. Mathieu Léveillé était esclave et bourreau. À l'époque de la Nouvelle-France, être bourreau était un métier qui était honni de la population. C'est-à-dire que le bourreau, personne ne parlait au bourreau. Il était ostracisé, marginalisé, isolé. Il habitait dans le coin du parc de l'Artillerie, dans un petit raccoin des fortifications. Personne ne parlait au bourreau.
Il va au marché, les marchands se retournent, le bourreau prend ce qu'il a besoin, puis il s'en va. Personne ne parle au bourreau et c'est difficile de trouver un bourreau. En 1733, il n'y a pas de bourreau. On cherche un bourreau. Donc on est comme, écoutez, personne ne veut le faire, achetons un esclave. Et donc, on s'en va en Martinique, dans le cachot d'un homme qui est condamné à mort pour s'être sauvé 3 fois. Il s'appelait Mathieu Léveillé. Et donc, on rentre dans son cachot, et il est comme, bon, écoute, là, t'as le choix. Soit qu'on te tue, ou soit que tu vas tuer les gens au Canada. Il est comme, écoutez, je vais y aller. Et souvent, à l'époque, c'est comme ça qu'on choisissait le bourreau dans les Antilles. Et l'esclave à qui on le proposait, souvent refusait de devenir bourreau, par solidarité. Parce que tu es comme sur ton île, puis là, tu dois exécuter ton cousin qui s'est sauvé de la plantation. C'est très bien pourquoi il s'est sauvé. Et donc, par solidarité, les gens refusaient de devenir bourreau. Mais Mathieu Léveillé, probablement, qui a accepté parce que c'était loin. Puis, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au Canada, je vais y aller. Léveillé arrive ici, puis tout de suite, il tombe malade. Il est toujours entre la redoute du bourreau, puis l'Hôtel-Dieu, qui est juste à côté. Et en 1734, il va faire sa première exécution, qui est Marie-Joseph Angélique. Elle est née au Portugal, ou encore dans les îles Madère, qui appartiennent au Portugal. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle est achetée par un marchand hollandais qui l'amène à New York, qui va la revendre à un marchand de Montréal qui s'appelait François Poulain de Francheville, qui est celui qui va fonder les forges du Saint-Maurice à Trois-Rivières. Et donc, au début des années 1730, François Poulain de Francheville décède et lègue tous ses biens, dont son esclave, à sa femme, Thérèse Coagne, dite la veuve de Francheville. Et elles ont une relation très tendue. C'est-à-dire que les gens passent devant chez eux puis les entendent s'engueuler. Et Thérèse Coagne est comme, toi, je vais te vendre. Je t'ai trouvé un acheteur à Québec, je vais te vendre. Puis apparemment que Marie-Joseph Angélique est comme, toi, je vais te brûler. Tu vas voir, je vais te brûler. Et donc, c'est la rumeur à l'époque. En février 1734, Marie-Joseph Angélique décide de fuir avec son amoureux qui s'appelait Jacques-Claude Thibault, qui était un blanc de Montréal. Ils se sauvent ensemble. Ils sont rattrapés quelques jours plus tard dans le coin de Chambly. Jacques-Claude Thibault est envoyé en prison et Marie-Joseph Angélique est renvoyée chez sa propriétaire. Le 10 avril 1734, le feu éclate chez la veuve de Francheville, au grenier. Et se propage à une 50aine de maisons dans les parages, dans le vieux Montréal. Ben, à l'époque, c'est juste Montréal, là, mais bon. À Montréal. 50 maisons, dont l'Hôtel-Dieu. Quand les gens découvrent que le feu éclatait chez la veuve de Francheville, c'est comme, mais attends une minute. Tu te rappelles pas qu'à chaque fois qu'on passait devant chez eux, ils s'engueulaient? Puis tu te rappelles pas qu'elle a essayé de s'enfuir il y a 2 mois? C'est elle. C'est Marie-Joseph Angélique. Elle a mis le feu parce qu'elle voulait couvrir sa fuite. Et donc, on l'arrête. Elle est condamnée à mort sur la foi du témoignage d'un enfant de 5 ans. L'enfant dit, oui, je l'ai vu. Fait que c'est comment, vous voyez, l'enfant l'a dit. Et donc, elle est condamnée à avoir les mains coupées, être brûlée vive et ses cendres répandues au vent. Mais à l'époque, quand on est condamné à mort, on peut automatiquement faire appel. Et donc, même si tu es esclave. Et donc, elle fait appel ici à Québec, au palais de l'intendant. Vous voyez maintenant, dans le coin de l'Aube-Rivière, les voûtes du palais, c'est là qu'il y avait le palais de l'intendant. Et donc, elle fait appel, et la sentence est commuée à être pendue, brûlée, puis ses cendres répandues au vent. Donc, elle n'aura pas les mains coupées, puis elle ne sera pas brûlée vive. Le 21 juin 1734, au matin, Mathieu Léveillé entre dans le cachot de Marie-Joseph Angélique pour lui appliquer ce qu'on appelait la question ordinaire et extraordinaire. La question, c'est qu'on pose des planches le long des jambes et on enfonce des coins pour éclater les jambes, pour susciter une confession. Parce qu'à l'époque, on dit qu'on n'exécute jamais les innocents. C'est-à-dire que si tu es exécuté, c'est que tu es coupable. Donc, on va te torturer jusqu'à ce que tu avoues ton crime.
Et donc, on commence à torturer, puis Marie-Joseph Angélique est comme, oui, c'est bon, je l'ai fait. Mais après, on continue parce qu'on veut qu'elle dénonce son amoureux, Jacques-Claude Thibault, ce qu'elle ne va jamais faire. Et en après-midi du 21 juin 1734, on va mener Marie-Joseph Angélique dans un chariot à déchets sur la place publique à Montréal, où est-ce qu'elle va être pendue, brûlée, et ses cendres répandues au vent par Mathieu Léveillé. Sa première exécution. Et à partir de là, il va tomber en dépression. À l'époque, on appelait ça la mélancolie. Pendant longtemps, hein? Tu sais, on peut le comprendre. C'est comme d'où tout ce qu'il voulait, c'était être libre. Il va s'enfuir 3 fois au péril de sa vie pour être libre. Il vient au Canada, puis là, c'est comme il est bourreau, esclave, puis il tue des gens. Puis la première personne qu'il tue est probablement la première femme noire, esclave aussi, qu'il rencontre. Donc pendant longtemps, il est dépressif, pendant 8 ans. Jusqu'à un moment donné, on vient le voir en 1742, puis on dit « Oh, t'es tout le temps dépressif, tu sais quoi? On va t'acheter une femme. » Et donc, on s'en va en Martinique, acheter une esclave qui est condamnée à mort pour s'être sauvée 3 fois. Elle s'appelait Angélique Denise. Et donc, on rentre dans son cachot, puis elle est comme « Bon, écoute, là, t'as le choix. Soit qu'on te tue, ou soit que tu vas marier celui qui tue les gens au Canada. » Fait qu'il est comme, écoutez, je vais y aller. Et donc, Angélique Denise arrive ici, mais Mathieu Léveillé, il est malade. Et on ne veut pas les présenter pour ne pas contaminer notre achat. Parce que rappelez-vous, ces gens, c'est comme du bétail, donc puisqu'on ne veut pas perdre notre investissement, on attend. Quand il sera vieux, ils se rencontreront. On attend, et Mathieu Léveillé décède en 1743. Il meurt. Comme, on fait quoi avec la femme? Revendez-la. Donc, on la revend à un homme de Québec qui s'appelait Étienne Charret, qui était marchand. Et qu'est-ce que Étienne Charret va faire avec Angélique Denise? On va voir. 13 septembre 1759, la bataille des plaines d'Abraham, les Anglais prennent Québec. Presque un an plus tard, le 8 septembre 1760, le gouverneur Vaudreuil-Cavagnal capitule devant Jeffrey Amherst. Et dans l'acte de capitulation de Montréal, à l'article 47, il est écrit « Les nègres épanouis des deux sexes resteront en leur qualité d'esclaves en la possession des Français et Canadiens. Il leur sera libre de les garder, et ils pourront continuer à les faire élever dans la religion romaine. » Et donc l'esclavage est assez important à l'époque pour que ça soit dans l'acte de capitulation de Montréal. C'est comme, bon, vous avez gagné, mais laissez-nous nos esclaves. Rapidement, quelques maîtres d'esclaves ici. Vous voyez la proportion? On parle de 85% des maîtres qui étaient francophones et 15% anglophones. Ça fait toujours sourciller. Mais c'est pas qu'un est meilleur que l'autre. Tout simplement, c'est que l'esclavage va durer plus longtemps sous le régime français que le régime anglais. Tout simplement. C'est-à-dire que l'esclavage va durer ici de 1629 à 1760 sous le régime français et de 1760 à début 1800 sous le régime anglais. Donc on parle de 40 ans d'esclavage sous le régime anglais pour environ 130 ans sous le régime français, tout simplement. Parce que si on va ailleurs, dans les Antilles, etc., je veux dire, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Quelques maîtres. Chez le gouverneur généraux, Rémy de Courcelles a 2 esclaves. Frontenac en a une esclave autochtone qui va envoyer étudier aux Ursulines. Vaudreuil en a 11. Beauharnois en a 27. Ce qui est beaucoup. Il y a 27 esclaves, mais c'est pas sur une plantation. C'est ici, où est-ce qu'il y a le château Frontenac maintenant? Au fort Château Saint-Louis. Et Beauharnois, il y a des esclaves Sioux, Apaches et Inuits aussi. Vaudreuil-Cavagnal en a 16. Et quand... Ce nombre-là, c'est-tu des esclaves noirs ou c'est tous ces esclaves? C'est tous ces esclaves autochtones et noirs. Et quand il arrive à Paris, eh bien, on va l'envoyer à la Bastille, on va l'emprisonner. Mais il va demander le droit d'être emprisonné avec son esclave. Il s'appelait Jean-Baptiste, alias Canon. Donc cet homme était esclave en prison. Ensuite, bon, vous voyez, encore, on a 6 Bigot, 3 Claude Ramsey à Montréal, 8 Longueuil, Waberto Loboco, James Murray, donc une esclave dont on connaît la suite.
Chez les militaires et citoyens, Joseph Gaspard Chosgros de Léry, l'ingénieur de fortification, on va en avoir 7. Le marquis de Montcalm, le général, 3. Lévis, qui va remplacer Montcalm, 1. François-Madeleine Diouville. Chez les évêques, au moins 4 évêques vont avoir chacun un esclave. Saint-Vallier, Doquet, Pontbriand, Plessis. Les ordres religieux, les jésuites ont 46 esclaves. Marguerite Diouville, 6 esclaves. La congrégation Notre-Dame 2, les Récollets, 4. Les Ursulines, pas ici à Québec, mais à leur mission à la Nouvelle-Orléans en 24. Le séminaire de Québec à Kaskatias en an 31. On peut se demander comment est-ce que ces gens conciliaient charité chrétienne et esclavage. Ça arrangeait. C'est comme on justifiait tout simplement, on disait « Ah non, mais tu sais, on les civilise. Ils sont des barbares, ils sont des sauvages, on les civilise. On les rapproche de Dieu. » Et puisque les religieux avaient le droit d'avoir des biens, ces gens étant considérés comme des biens meubles, des commodités, eh bien, c'est pas un problème. Maintenant, comment est-ce que finit l'esclavage ici? Et l'esclavage finit d'une façon assez particulière. Mais juste avant ça, je vais boire plus d'eau. Suspense, hein? Je vais prendre mon temps. Bonjour. Comment est-ce que finit l'esclavage ici? C'est entre autres à cause d'une femme et d'un homme. Cette femme s'appelait Charlotte. Elle était l'esclave de Jane Cook. Depuis longtemps, comme ils ont fait les Bahamas ensemble, ils ont fait plusieurs endroits ensemble parce que Jane Cook était la femme d'un homme en poste dans ces différents endroits-là. Et donc, elle les suit. Pendant 20 ans, c'est son esclave. Et elle apprend, en janvier 1798, que Jane Cook veut la vendre. Comme trahison. Février 1798, Charlotte décide de fuir. Elle s'en va, elle s'enfuit. On l'attrape et on l'amène devant James Monk, le juge de Montréal. On l'amène devant Monk, on dit « Bon, écoutez, votre honneur, il faut la punir, elle est en fuite, il faut la condamner. » Et Monk, il dit « Ben, ok, pas de problème. » Donc, il s'en va dans les livres de loi et réalise qu'il n'y a aucune loi par rapport à l'esclavage ici. En fait, c'est un flou juridique. Et Monk, étant un homme droit, il dit « Écoutez, il n'y a pas de loi, je ne peux pas la punir. » Acquitté. Donc Charlotte, elle retourne dans le quartier, puis les gens la voient, c'est comme, qu'est-ce que tu fais là? Comme, t'es pas en prison? Puis comme, non, je sais pas, il n'y a pas de loi. C'est comme, comment il n'y a pas de loi? C'est ben, je sais pas, moi, il n'y a pas de loi. C'est comme, quoi? Il n'y a pas de loi? Les esclaves se lèvent, puis ils s'en vont. Manuel Allen s'en va, Betty s'en va. Puis ils s'en vont même pas loin, ils traversent la rue, ils vont genre une couple de maisons plus loin, mais ils s'en vont. On les attrape, on les amène devant Monk. On dit, Monk, il faut les punir, ils sont en fuite. Et Monk dit, hey, il n'y a pas de loi. Et tout esclave que vous allez amener devant moi, je vais les libérer. Bon, acquitté. Et c'est comme ça que va disparaître l'esclavage ici au Bas-Canada. Parce qu'un homme a décidé d'appliquer la non-loi. Quelqu'un me faisait remarquer récemment, elle me dit, mais imagine, tu sais, quand on parle du pouvoir individuel de changer les choses, comment une personne peut changer les choses. Et ça, c'est incroyable, parce que James Monk, en refusant de condamner les esclaves en fuite, va mettre fin à l'esclavage ici. L'esclavage se terminant ici, bien avant les États-Unis, des dizaines de milliers d'esclaves vont fuir les États-Unis pour venir se réfugier ici. Donc cette personne va avoir changé le cours de l'histoire sans même s'en rendre compte. L'esclavage disparaît ici au début des années 1800, disparaît aboli en Angleterre, dans l'Empire britannique, voté en 1833 sous l'impulsion de William Wilberforce, appliqué le 1er août 1834. Et donc ici à l'époque on fait partie de l'Empire britannique. Mais ça fait une trentaine d'années que les esclaves, il n'y en a plus. La France en 1848, les États-Unis en 1865. Une soixantaine d'années plus tard,
On dit qu'au moins 30 000 esclaves américains vont venir se réfugier ici au Canada, dans les maritimes, au Québec, notamment à Montréal, et dans le Haut-Canada, l'Ontario. Mais si on revient à James Monk, vous imaginez que les propriétaires d'esclaves étaient pas full contents. Et donc, ils vont engager un homme pour les représenter. Et cet homme s'appelait Joseph Papineau. Je ne sais pas si Papineau vous est familier. Bien, c'était le père de Louis-Joseph Papineau, le célèbre patriote. Et Papineau, lui, quand il a été élu député, la première chose qu'il a faite avec son salaire, c'est s'acheter un esclave du nom de Prince. Et donc, lui, il va représenter les intérêts esclavagistes au Parlement ici à Québec. Il va essayer de faire passer une loi pour légiférer sur l'esclavage, pour rendre la loi claire. Mais la loi est repoussée, puis il est trop tard. Il n'y a plus d'esclaves à garder en esclavage. Et donc, les gens commencent à libérer leurs esclaves. Ceux qui sont radins vont amener leurs esclaves aux États-Unis pour les revendre. Mais sinon, les gens commencent à les libérer. Les jeunes enfants vont rester avec les familles parce qu'ils n'ont aucun endroit où aller. Et les personnes âgées aussi. Et on a même le témoignage d'un homme que son maître vient le voir et il dit « Bon, ben écoute, apparemment c'est fini, là, tu peux t'en aller. » Il lui dit « Hey, toute ma vie, t'as mangé de la viande de ma jeunesse. Maintenant que je suis rien qu'un vieil os, tu vas me ronger. Comme je reste ici, tu vas t'occuper de moi. » Mais les gens qui sont aptes quittent. Bien sûr qu'ils prennent leur liberté. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Ceux pour qui c'est plus facile sont les gens qui étaient des esclaves spécialisés. C'est comme t'es esclave de tonnelier, tu fais des tonneaux, ben t'as un talent. Et donc tu peux soit te faire embaucher ou encore tu fais un commerce. Et c'est le cas entre autres d'un homme qui s'appelait John Trim. Trim, lui, a été affranchi avant toute cette vague-là. Il a été affranchi en 1793. Et il se fait un commerce de jambon salé. Trim vend du jambon, fait de l'argent, achète une propriété, la revend, en achète une autre, la revend, et John Trim va devenir riche. En l'espace de quelques années, il va passer du statut d'esclave à homme riche. Il va s'installer sur la rue McGill. McGill, en passant, avait des esclaves aussi. Hein. Il s'installe sur McGill et il va se marier avec Charlotte. Vous voyez, la Charlotte de l'histoire, c'est la première à s'être sauvée, puis que Monk a refusé de condamner, il va se marier avec elle. Et il va avoir plusieurs enfants. Charlotte décède en 1823. John Trim se remarie avec une fille de Montréal qui s'appelait Flavie de Niger. Flavie de Niger était blanche et avait 16 ans. John Trim s'en allait sur 70. Et il va avoir des enfants. Qui vont avoir des enfants. Et aujourd'hui, les descendants de John Trim habitent toujours la région de Montréal, s'appelle les Mallettes et sont blancs. Et donc aujourd'hui, tu sais, quand on parle de la disparition de cette présence historique noire-là, quand on cherche les descendants des esclaves noirs ou autochtones, on ne regarde pas toujours à la bonne place quand on regarde auprès de la communauté noire. C'est-à-dire que plusieurs de ces descendants, de ces esclaves qui étaient ici, sont maintenant blancs, à travers les mariages. Et en quelques générations, eh bien, ces gens sont devenus blancs. Donc, tu sais, quand on dit que dans notre ADN, ici au Québec, on a du sang autochtone, français, britannique, écossais, irlandais, mais noir aussi, à travers ces mariages. D'ailleurs, des mariages mixtes qui existent depuis beaucoup plus longtemps qu'on le pense. Tu sais, déjà, on connaît les mariages autochtones et blancs depuis les années 1600. Mais il y avait aussi des autochtones noirs et blancs et noirs et autochtones. Début 1713, un noir anonyme épouse Marie Lemire à Lorette. 1738, François Denis, son père est autochtone et sa mère est noire. 1749, Pierre-Dominique Lafleur est noir, épouse Marie Talon qui est blanche à Lévis. Et entre 1742 et 1745,
Étienne Charret, qui est blanc, et Angélique Denise, qui est noire, ont 3 enfants à Québec. Et je ne sais pas si ces 2 noms vous sont familiers. Angélique Denise est l'esclave qu'on avait acheté pour marier le bourreau, Mathieu Léveillé, qui, quand lui est mort, on l'a vendu à Étienne Charret. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu plusieurs enfants, il l'a libéré et marié. Exactement dans cet ordre-là. Ce qui peut indiquer bien les choses. C'est un ancêtre de Jean Charest? Non. Ça aurait pu, mais non, pas à ce que je sache. Peut-être, là, pas à ce que je sache. OK. Je vais procéder très rapidement pour vous montrer quelques images. Puis après ça, je pourrai répondre à des questions, puis je vais vous libérer. Pris en otage. Vous voyez le restaurant aux anciens Canadiens sur la rue Saint-Louis, qui est la maison Jacquet, l'une des plus vieilles maisons à Québec. Eh bien, de 1870 à 1920, pendant 50 ans, c'est là qu'opéraient John et James David Williams, qui étaient des barbiers. Leur père était jamaïcain, noir, et leur mère était irlandaise. Eux sont nés ici à Québec, et pendant 50 ans, vont couper vont raser, tondre, couper les cheveux de la haute société de Québec, dans ce qui est maintenant les anciens Canadiens. Et voici leur annonce. C'était John Williams, Corner St. Louis and Garden, Professor of Cranicultural Abscission and Craniological Tripsis, Tonsorial Artist, Physiognomical Hairdresser, Facial Operator, Cranium Manipulator and Capillary Abridger, etc., etc. Bref, ils sont coiffeurs. Jean-Baptiste Pointe-du-Sable, qui est un métis antillais, francophone, va fonder un poste de traite en Illinois, qui va devenir Chicago. Le père de Chicago est un métis haïtien. Georges Bonga vient d'une famille de commerçants en fourrure qui travaillaient entre autres pour la Compagnie du Nord-Ouest, qui était toujours entre Montréal et le Minnesota. Donc lui, son père, Pierre Bonga, a marié une femme Ojibwé. Et donc ces gens étaient moitié noirs, moitié autochtones. Dans les années 1830, avec l'arrivée du bateau à vapeur, plusieurs Noirs du Bas-Canada vont travailler sur les bateaux à vapeur entre le Québec et Montréal. Sir James Douglas, le premier gouverneur de la Colombie-Britannique, avait des racines noires. C'est sa mère ou sa grand-mère qui était métissée. Et les gens l'appelaient Black Douglas. Musicien du 7e régiment britannique, basé ici à Québec en 1791. À l'époque, c'était à la mode pour les armées européennes d'avoir des musiciens noirs. Alexander Grant, le premier activiste noir du Bas-Canada dans les années 1830. Le premier à donner un sens à la communauté noire embryonnaire à l'époque, de donner un sens identitaire. C'est un article lors de son décès prématuré dans un accident de cheval et de vache. Ouais, c'est vrai. C'est qu'il y a une vache qui passait, puis il a effrayé le cheval cabré, puis il s'est cassé la tête. Mais voici ce qui est écrit. À la fin, ça dit « Monsieur Grant était un homme de couleur, mais respectable et de très bonne conduite. » Et voici la signature de John Trim, notre marchand, homme devenu riche. Voici dans l'immobilier et le jambon salé, John Trim. Oh, rapidement, Herbie Carnegie, qui jouait pour les As de Québec dans les années 1950. Jean Béliveau le nomme comme une de ses influences. Et Willie O'Ree, qui est le premier noir à jouer dans la Ligue nationale pour les Bruins de Boston en 1960, va jouer aussi pour les As de Québec. Finalement, juste quelques images de notre histoire pour vous démontrer la présence noire ici. Cette peinture a été faite par Richard Short en 1760, peu après la conquête, et on voit encore même tous les débris, les dommages causés par les bombardements britanniques du mois d'août 1759. L'ancienne école des Jésuites, maintenant, c'est l'hôtel de ville. La chapelle des Jésuites n'est plus là maintenant, c'est la rue du Jardin. L'édifice Price est ici, Clarendon ici, puis le Simons est ici. Un autre point de référence. Et donc, si on regarde dans le coin ici, on voit un jeune homme noir qui suit ce couple ici, qui
probablement leur esclave ici. Et ça, c'est la plus vieille image d'un noir qu'on a dans notre histoire iconographique. C'est ce jeune garçon ici. Ruins of the Intendant's Palace par Georges Herriot en 1799, donc c'est dans la basse ville de Québec, dans les ruines du palais de l'intendant. On voit un homme noir ici qui est un itinérant qui traînait dans les abords du palais. Minuets of the Canadians par Georges Herriot en 1807. Et donc on voit ici les deux, dans les trois musiciens, il y en a deux noirs ici et un blanc. Donc ils sont en train d'ambiancer la soirée. Et Chasse à cour à Montréal de Henry Halken en 1837. Et donc là, on voit toutes ces personnes qui accompagnent ce monsieur, qui essaie d'empêcher tous ces gens de passer sur son terrain. Si vous voulez... oh, c'est vrai, j'ai oublié rapidement. Pour moi, c'est important de montrer ces images-là, parce que quand on parle d'esclavage, de présence noire ici, on a toujours cette image de personnes en haillons, mal habillées, faméliques, miséreux. Mais pour moi, il est important de montrer des images anciennes de personnes noires ici au Québec. Et vous voyez, regardez, toutes ces images appartiennent au musée McCord. Cette femme ici était la femme d'un député fédéral dont j'ai oublié le nom. Cet homme ici s'appelait Osborne Morton, qui est un ancien esclave né au Kentucky, qui était spécialiste dans l'élevage de chevaux. Il va fuir et se réfugier à Montréal. Et un jour, il reçoit une lettre. Et on lui dit, écoutez, on a entendu parler de votre talent d'éleveur de chevaux. On aimerait vous engager. Si vous voulez juste venir nous rencontrer du côté américain de la frontière, on pourra s'en parler. Les gens autour de lui vont enquêter sur la provenance de cette lettre. On découvre que c'est son ancien propriétaire qui lui tendait un piège. Il voulait seulement le ramener du côté américain pour pouvoir s'en saisir, puis le ramener au Kentucky. Donc voilà. Deux choses encore. Premièrement, pour les personnes qui voudraient s'intéresser à cette question et lire davantage, il y a Marcel Trudel, 2 siècles d'esclavage au Québec, Marcel Trudel est un incontournable. Il va écrire ce livre en 1960 et c'est le premier dans notre époque contemporaine à se pencher sur l'histoire de l'esclavage ici. C'est un incontournable. Daniel Guy, Les Noirs du Québec en 1629 à 1900, très intéressant. Une personne qui m'a beaucoup aidé par rapport à mes recherches s'appelle Frank Mackay. Vous voyez ici, c'est Osborne Morton. C'est lui qui a découvert l'histoire de Osborne Morton, d'Alexander Grant. C'est lui qui a découvert l'histoire de James Monk, qui refuse de condamner Charlotte. Donc, Frank Mackay a fait un travail extraordinaire par rapport à cette histoire-là. Done with Slavery, maintenant en français, qui s'appelle L'esclavage à Montréal, qui est très intéressant. Et j'aimerais tout simplement terminer en disant pourquoi est-ce que je fais ça. J'en ai pas parlé, mais pour moi, je fais ça, puis c'est pour aller au-delà du sentiment de culpabilisation. Je fais pas ça pour culpabiliser les gens, puis dire « Oh non, on avait des esclaves », c'est pas ça, moi je m'en fous. Pour moi, ce qui est important, c'est de démontrer que notre passé est pluriel depuis les débuts de la colonie. Qu'on a une histoire commune, collective, plurielle et diverse. Et ça peut être une fenêtre vers notre identité québécoise plurielle en 2018. Une histoire qu'on ne connaît pas, qu'on n'apprend pas, mais qui peut nous servir à comprendre la complexité de notre identité québécoise. Et donc voilà.